Aujourd'hui, je commence une série sur le poète Lecomte de Lisle, le plus grand poète réunionnais, hein. Celui dont Victor Hugo disait « S'il est un poète qu'il faut lire, c'est Lecomte de Lisle ». Voilà. Donc il était reconnu par ses pairs, comme on dit. D'ailleurs, c'est lui qui a remplacé Victor Hugo à l'Académie française. Il a demandé 3 fois à être reçu à l'Académie. Les 2 premières fois, il a été blackboulé, hein, parce qu'il n'était pas dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire qu'il était républicain, et la plupart des académiciens à l'époque étaient plutôt monarchistes, hein. Et puis, d'autre part, il avait quand même remis en cause beaucoup l'État français, hein. Donc, il était quand même vu comme quelqu'un de relativement anarchiste, hein. Voilà. Alors il a quand même fini par être reçu à l'Académie française, et d'ailleurs c'est le tout début de l'abécédaire que j'ai coécrit avec mon ami Mario Serviable, hein. Un abécédaire, c'était le premier abécédaire de la Réunion, je pense, écrit par des auteurs réunionnais. Abécédaire, ben, vous savez, c'est A, B, C, D, donc A c'était l'Académie, B c'était breton, C créole, D Dieu, etc. Alors commençons par vite fait l'Académie. Il est un des rares réunionnais de souche qui est reçu à l'Académie française, hein. Le premier d'entre eux, c'est Évariste de Parny, qui avait accédé dès 1803. Lecomte de Lisle fut le second en 1886, intronisé le même jour que son compatriote journaliste Édouard Hervé. Puis y parvinrent le médiéviste Joseph Bédier en 1920 et l'amiral Lacaze en 1936. Voilà. Donc Lecomte de Lisle, c'est 1886, c'est-à-dire presque 50 ans avant. Ces derniers ne sont pas nés à La Réunion, mais ils sont d'ascendance créole et y avaient quand même passé toute leur enfance. Alors on y ajoute souvent Michel Debré, qui a été reçu à l'Académie française en 1989. Il n'avait aucun lien filial avec Lisle, mais il y est bien connu pour avoir exercé des mandats de député durant un quart de siècle. Mais me direz-vous, pourquoi devient-on académicien? Et d'abord, à quoi cela sert-il? Alors l'Académie française a été officialisée par le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, en 1636, dans le but de fixer et parfaire les règles de la langue française. Y entrent donc en principe ceux qui maîtrisent le mieux cette langue. Et Lecomte de Lisle en faisait partie au XIXe siècle. Ses vers sont admirables de beauté, d'équilibre, de sensibilité. Je vous l'ai dit, Victor Hugo, qui l'a remplacé au fauteuil 14, disait de lui « S'il est un poète qu'il faut lire, c'est Lecomte de Lisle ». Mais au juste, comment ont-ils été choisis tous les deux? Cela se fait par élection, c'est pour ça qu'on peut rater son entrée, ne pas être reçu, hein. Alors, avec les suffrages de ceux qui sont déjà, il y a une quarantaine qui siègent dans l'Académie française. Le postulant doit donc présenter sa candidature, puis mener une véritable campagne électorale afin de convaincre une majorité de voter pour lui. Lecomte de Lisle s'y présentera une première fois en 1873, puis en 1877. À cette dernière, il n'obtiendra que 2 voix, dont celle de Victor Hugo. Alors vexé, il décide de ne plus s'y représenter et écrira à Hugo « Mon ambition la plus haute est satisfaite, vous m'avez nommé, je suis élu ». Voilà. Pourtant, près de 10 années plus tard, c'est de l'Académie elle-même que viendra la proposition de sa candidature. Elle lui attribue d'abord le prix Jean Reynaud en 1884 pour son recueil Les poèmes tragiques, puis lui écrit « L'Académie vous fait une véritable avance, vous pourriez l'accepter dans toute sa signification sans le moindre scrupule. C'est elle qui sera honorée de vous recevoir et les démarches préliminaires sont de pure formalité. » Alors il adresse donc sa lettre de candidature en août 1885 et enfin élu
en février de l'année suivante. À noter que beaucoup de grands écrivains n'ont pas été reçus à l'Académie française. Baudelaire y sera refusé 2 fois, Balzac renoncera à s'y présenter, tout comme Flaubert, Stendhal et Gide. Et même bien avant eux, Molière, Rousseau et Beaumarchais. Voilà. Proust, dit-on, n'en eut pas le temps. Alors, siéger à l'Académie n'est jamais à elle seule une preuve de talent, mais seulement celle d'une certaine reconnaissance pour quelques-uns dont les idées politiques ne sont pas forcément partagées. Ce qui était le cas de Lecomte de Lille, républicain convaincu, plutôt anticlérical, alors que l'Assemblée avait à l'époque une majorité de représentants monarchistes et catholiques. Malgré toutes les oppositions au progrès social qu'il a affronté, parfois au péril de sa vie, figure au panthéon des lettres le plus grand, le plus doué d'entre les poètes, Charles-Marie René Lecomte de Lille. Tel fut également le cas de Victor Hugo, un des plus célèbres en France qu'il a remplacé à l'Académie et dont il dut à ce titre faire l'éloge pour son intronisation officielle. Lecomte de Lille avait été très tôt un des admirateurs et le restera invariablement, surtout après la rébellion manifeste d'Hugo contre le coup d'État de Napoléon III en 1851, qui anéantit la toute nouvelle République. Pour éviter la répression, le futur haut représentant des lettres françaises, Victor Hugo, devra s'exiler dans les îles anglo-normandes durant 20 ans quand même. Il y écrit ses plus imposantes œuvres romantiques. À son décès en 1885, Lecomte de Lille, toujours aussi admiratif, lui dédie un court poème qui ne sera édité que 10 ans plus tard, juste après son propre dernier soupir, sous l'égide de son plus grand et fidèle ami, José María de Heredia. Jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il est lui-même académicien, notre poète ne fera aucune concession à l'Académie française, doutant encore des compétences littéraires, mais surtout des valeurs humaines de certains de ses membres. Voici un extrait d'une lettre qu'il adresse à Victor Hugo après sa non-élection en juin 1877. « Cher illustre maître, en m'honorant 3 fois de votre suffrage dans la dernière élection académique, vous m'avez largement récompensé de toute une vie de travail, uniquement consacrée à l'art suprême, dont vous êtes la plus glorieuse lumière. Croyez, cher maître, à toute ma gratitude, comme à toute mon admiration. » Ce à quoi Hugo lui répond, « Mon éminent et cher confrère, je vous ai donné 3 fois ma voix, je l'eusse donné 10 fois. Continuez vos beaux travaux et publiez vos nobles œuvres qui font partie de la gloire de notre temps. En présence des hommes tels que vous, une académie, et particulièrement l'Académie française, devrait songer à ceci, qu'elle leur est inutile et qu'ils y sont si nécessaires, je vous serre la main. » Alors 10 ans plus tard, même après son élection, Lecomte de Lille ne portait toujours pas à l'institution une très grande estime, puisqu'il écrivait à sa cousine Émilie Fouque « Cette académie est dominée par l'esprit le plus étroit et le plus poltron qu'on puisse rêver, et quand elle n'est pas un sujet comique par excellence, et surtout, elle se distingue par un goût prononcé pour les ennemis nés de la poésie. » Voilà ce qu'il pensait de l'Académie française. Et je vous dis à une prochaine lecture.